Alors moi, j'ai déjà essayé de négocier avec Noélie, c'était aucune nuit dehors. Parce que, bah alors, sauf quand peut-être on n'aura pas le choix, etc. Mais en fait, au maximum, prévoir à l'intérieur. Alors, juste des trucs tout cons, mais il y a une nana sur le 1000 km qui s'est fait mordre par un serpent. Tu vois, il y a des trucs où, en fait, bah non, mais en fait, on se prépare pendant 5 mois. J'ai pas trop envie d'abandonner parce que j'ai un truc qui s'est passé dans une nuit où on a dormi dehors. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend, comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Elsa et Noélie qui viennent vous partager leurs futurs projets sportifs. Mais avant ça, nous allons parler de leur parcours, de leur préparation, mais aussi de leur rencontre. Pourquoi parler de cette rencontre? Car c'est elle qui a donné naissance au projet qu'elles viennent vous présenter. Mais je vais laisser Elsa et Noélie vous expliquer tout cela. Bonjour Elsa, bonjour Noélie. Première question, comment vous allez? Salut. Salut, ouais, ça va la patate. J'ai testé négatif Covid aujourd'hui, donc je suis contente. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Moi, c'était mon anniversaire hier, donc j'ai la patate encore aujourd'hui, quoi. Parfait, bah encore bon anniversaire, hein. Merci. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par Noélie. Noélie, est-ce que tu peux te présenter et nous parler du premier sport qui t'a passionné? Yes. Moi, j'ai 32 ans, je vis à Bordeaux. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Mon premier sport, c'était le tennis. Donc, j'ai commencé à 4 ans et demi, parce que mon père était président d'un club de tennis en Gironde. Après 10 ans, je me suis mise au badminton. Et donc, mon premier vrai sport, on va dire que c'est le badminton. Donc, j'ai joué en national au club de Talence, qui est en Gironde aussi. Voilà, et puis après, j'en suis venue au triathlon, puis au vélo, mais peut-être qu'on détaillera cette partie plus tard. Exactement. Et toi, Elsa, du coup, la même question. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler du premier sport qui t'a passionné? Alors, ok, moi c'est Elsa, j'habite à New York, je suis française. Je dis pas trop mon âge, je sais pas pourquoi, mais c'est pas une habitude que j'ai, donc voilà. Et moi, mon premier sport, alors on dit que c'est un art aussi, c'est la danse. J'ai toujours dansé toute ma vie encore aujourd'hui. Danse classique au conservatoire. Et après, j'ai pas mal couru aussi. J'ai fait 2 marathons, je me suis un peu abîmé le genou, mais après, je me suis toujours déplacée à vélo, d'où l'ultra cycling aujourd'hui. Très bien. Donc voilà, comme tu l'as évoqué, en tout cas aujourd'hui, on va parler surtout de cyclisme et d'ultra distance dans le cyclisme. Est-ce que Noélie ou Elsa, celle qui veut bien, commence en première, nous parler un petit peu de votre expérience, en tout cas avec le vélo, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a amené en tout cas à pratiquer le vélo et un petit peu voilà votre parcours cyclisme jusqu'à aujourd'hui? Ok, bah, je veux bien commencer. On alterne si tu veux, Noélie. Yes, vas-y. Alors moi, du coup, le vélo, ça a toujours été un moyen de transport. J'ai toujours été à l'école ou au bureau à vélo.
Et en fait, après, voilà, j'ai commencé à augmenter les distances et à un peu avoir un meilleur vélo. Et j'ai surtout découvert le vélo en fait au Japon pour tout ce qui est vélo de voyage sur plusieurs jours. Où voilà, j'ai travaillé au Japon pendant 4 mois pour le travail. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait se déplacer à vélo sur plusieurs jours. Et là, ça, ça a été une découverte. Et je suis rentrée chez moi à New York en mode, ah bah, j'ai envie d'aller à la plage à vélo, j'ai envie d'aller à la montagne. Et puis, voilà, de jour en jour, je me suis dit, bah, je pourrais même aller un jour à Montréal. Et puis un jour, j'irai à San Francisco. Alors, du coup, voilà, j'ai fait un petit New York, San Francisco. Où j'ai fini d'ailleurs à San Diego après. Mais c'est devenu de là, voilà, du voyage en fait à vélo. Et puis en fait, en faisant ce grand voyage, bah, j'ai remarqué que j'avais quand même des appétences ou même des qualités de cycliste, surtout dans les montagnes où parfois je voyais des gens à vélo aussi et je me débrouillais pas mal. Alors du coup, quand je suis revenue, les gens m'ont dit bah pourquoi tu joins pas un club de cyclistes? Ça me faisait un peu peur. Et en fait, je me suis mise dans un groupe où il y avait 50 femmes cyclistes à New York. Et du coup, j'ai appris un peu à faire de la compétition, voilà, sur des petites distances, mais c'est pas trop ce qui me plaisait. En plus, j'avais un peu la peur du risque de tomber en peloton. Et en fait, après, j'ai gagné un concours Wilma de la marque de vêtements pour femmes essentiellement. J'ai eu une place pour la Race Across France. Et je me suis dit, bah, Banzai, je vais faire 1000 kilomètres. Voilà. Écoute, bah, en tout cas, merci pour. C'était super détaillé, c'était top. Et toi, bah, Noélie, est-ce que tu peux aussi nous raconter ton parcours Yes. Bah du coup, moi j'arrive du monde du badminton, donc j'ai atteint un niveau national. Et bon bah je commençais à être un peu vieille dans la discipline entre guillemets. J'avais bah passé 25 ans. Les petits jeunes me mettaient un peu voilà la raclée. Donc du coup j'ai laissé ma place aux jeunes dans l'équipe. Et donc mon conjoint Xav, il pratiquait le triathlon. Et en fait, je m'étais dit bah moi aussi j'ai envie de faire un sport où j'essaye de progresser, partir de zéro, parce que j'ai fait que du tennis et du badminton dans ma vie et en fait sur des longues périodes. Et voilà, j'ai progressé au fur et à mesure, mais voilà, j'avais envie de commencer un nouveau sport et me découvrir dans des disciplines que je ne connaissais pas. Donc j'ai contacté Loïc Lepoutre, donc qui est aujourd'hui encore mon entraîneur, et pour qu'il m'apprenne à courir en fait, parce que, enfin, on sait tous courir à peu près, mais moi je voulais courir mais pas me blesser, parce que avec le badminton, j'avais pas mal de soucis au niveau des tibias. Et donc la course à pied c'était impossible. Je pouvais pas courir plus de 10 minutes sans avoir super mal au tibia. Et donc lui m'a appris des techniques de course. Et donc j'ai commencé par du triathlon. Et donc j'ai commencé en 2019. Et puis finalement pour mes premières compétitions, bah, c'était l'année Covid. Donc j'ai fait mes premières compètes au mois de septembre. Donc j'ai commencé par un triathlon L. Voilà. Et après, bah, je suis tombée enceinte en janvier 2021. Et donc j'ai continué à courir un petit peu, mais surtout faire beaucoup de vélo jusqu'à à peu près 6 mois de grossesse. Je continuais de faire des 5 heures de vélo facile avec du coup Xav qui préparait lui la Race Cross France 2500 km. Donc en 2021, il est finisher de la Race Cross France. Et moi, je l'ai suivi, j'étais en backup, hein, entre guillemets. Et en fait, j'avais trop envie de découvrir ça, de me mettre moi aussi à l'ultra distance, parce que ça permet de s'évader. Enfin, j'ai trouvé que son aventure était incroyable. Et donc, aussitôt après avoir accouché, j'ai bah, les inscriptions pour la Race Cross France sortaient.
Donc j'ai pris mon slot sur le 300 en 2022 du coup. Et donc j'ai commencé par un 300. 3 mois après l'accouchement, je me remettais sur mon vélo. Et le 300 s'est hyper bien passé. Donc je l'ai pas fait dans un temps fou de fou, mais du coup j'ai pris beaucoup de plaisir et j'étais prête pour cette étape-là. Et de fil en aiguille, j'ai voulu aller un peu plus loin et je me suis juste donné des étapes pour aller peut-être un jour faire la 2500 km. Donc je suis partie de 300, j'ai fait 500, j'ai fait la RAF 1000 km, là où j'ai rencontré Elsa. Et puis voilà, en route vers les 2500 km. Vous voyez pourquoi c'est à cause de Noélie qu'on fait le 2500. C'est grâce à moi, tu veux dire. On verra à la fin, on verra. Du coup, avant d'aborder tout ce sujet de 2500 et aussi la rencontre, je voudrais revenir juste sur un point, Noélie, que tu as évoqué. Tu as donc fait cette Race Cross France 300 km 3 mois après avoir accouché. Non, 8 mois. Ah, 8 mois, Mais autant pour j'ai moi. repris l'entraînement au bout de 3 mois. J'ai fait 5 mois de prépa. Et voilà, donc 8 mois postpartum et j'allaitais encore mon bébé à cette époque. Et peut-être que ça pourrait intéresser des femmes qui sont dans ce cas-là, en tout cas qui pratiquent le sport régulièrement et suite à un accouchement qui voudraient reprendre le sport. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu certaines difficultés ou peut-être même appréhension? En fait, moi, je me suis direct entourée. Enfin, je suis pas partie bille en tête toute seule. J'ai préféré jouer la sécurité et surtout pas me mettre en danger parce que quand on revient d'une grossesse, on n'est pas, enfin, on est en forme, mais voilà, il faut pas prendre de risques non plus de se blesser et tout ça. Donc moi, j'avais Loïc qui me suivait. Je me suis entourée de kinés, ostéo, chiropracteurs, voilà. Et du coup, j'ai fait une grosse prépa pour revenir au meilleur niveau, quoi. Du coup, on va pouvoir aborder le sujet de cette rencontre. Comment ça s'est passé? Dans quelles conditions? Écoutez ça, je vous laisse vous raconter ça. Il y a que vous qui avez cette Moi, je réponse-là. peux peut-être commencer. Ouais, en fait, on s'est rencontrés via un ami en commun sur la Race Across France à la pasta party. Et bref, on discute. En même temps, on n'a pas beaucoup de nanas, donc on verra enfin, pourquoi après, ou je sais pas pourquoi. Mais en clair, on mange ensemble et Noélie me dit qu'elle va bivouaquer pendant la nuit. Et moi, je lui dis, bah voilà, moi j'ai réservé un gîte. Il y a 6 couchages, donc je lui dis, bah je t'envoie tous les détails, les codes d'accès, etc. Et bah voilà, s'il s'avère que tu as envie de t'arrêter à ce moment-là et que tu es dans le coin, autant que tu dors sur place dans un lit confortable plutôt que dehors. En gros, faut savoir que c'était pour la première nuit, Ouais. pour la toute D'accord. première nuit. Donc ça tombait à peu près dans un col assez compliqué et voilà. Du coup, elle m'a proposé cette option. Ouais, j'avais aussi proposé à deux, trois personnes qui étaient autour de moi juste avant que moi je m'arrête. C'était au col de la Croix de Fer. Et du coup, il y avait Silly, on était 5 à dormir, donc c'était cool. Et Noélie nous a rejoints, je crois, c'est 2 heures après, même pas. Et après, on est tous repartis le lendemain matin ensemble. Donc en fait, le premier jour, elle arrive avec à peu près 2 heures. Le deuxième, enfin après un autre checkpoint, arrive après avec 1 heure, et puis après elle arrive au bout d'une demi-heure. Et je me dis bon bah elle a un super programme parce que en fait elle me rattrape au bout d'un moment, donc je me dis bah vas-y je vais partir avec elle au prochain checkpoint parce que bah comme ça bon, on discutera ensemble, mais ce sera plus sympa quoi. Mais Noélie, je sais pas si t'as la même version. Ouais, c'est ça, carrément. En fait, faut savoir que Elsa monte très très bien et moi je descends très très bien. Et du coup, à chaque fois, j'essayais, enfin, je la rattrapais. Je faisais pas exprès parce qu'on n'a pas trop de visu sur les balises GPS. Mais du coup, je la rattrapais à chaque fois, donc ça nous donnait l'occasion d'échanger. Et je sais pas si tu te rappelles, Elsa, mais après Vas-y. cette nuit dans le col de la Croix de Fer, on s'est retrouvés en bas à Bourdoisan. T'étais gelé comme un... T'étais congelé parce qu'il Ouais. était 5-6 heures du mat.
Et on a pris un petit déj ensemble et on a fait plus ample connaissance. Et franchement, bah, moi, je me suis dit, mais c'est trop bien. Cette nana, elle vient de New York, elle vient faire la Race Cross France. Et puis, on se retrouve là, toutes les deux, autour d'un café. Enfin, c'est génial, quoi. Et du coup, j'ai trop kiffé ce moment. Et puis, on s'est retrouvés bien plus tard sur les bases de vie. Et on s'est recroisés. Et Ouais, puis, en partant de la base de vie de Saint-Jean-Royan, on a loué un logement ensemble et avec François aussi. Et du coup, ça permet aussi de mutualiser les frais parce que du Mm. coup, on n'y passe pas beaucoup de temps. Enfin, on s'arrête 3-4 heures pour dormir seulement. Et donc, 70 € par personne, ça fait quand même un sacré budget. Donc là, au moins, on mutualisait les frais pour les logements. Et voilà, c'était sympa quoi de partager ça quoi. après, ça dépend pour des courses d'ultra, mais là, par exemple, bon, il y avait quelques règles à respecter. Tu peux pas forcément rouler tout le temps à côté de la même personne, donc faut aussi faire attention aux règles de course. Mais bah, en fait, à la base, enfin, moi, j'avais pas une ambition de podium non plus. Et puis, quand on arrivait sur l'avant-dernière nuit avec Noélie, bah, on s'est super bien entendu, on a commencé à rouler ensemble. On n'a pas tout le temps été ensemble parce qu'on a fait, voilà, on n'a pas forcément les mêmes rythmes, mais au bout d'un moment, sur la fin, on a quand même vraiment pas mal été ensemble en majorité. Et du coup, on a fait la dernière nuit, bah, toutes les deux dans un hôtel juste avant qu'il ferme. J'ai chopé les clés, on était au resto, on mangeait un truc, on se posait bien. On était aussi avec un autre mec qui faisait la 2500. Et bah, en fait, voilà, on roule bien ensemble, on s'entend bien. On a fait la dernière, on a traversé la ligne d'arrivée main dans la main. Tu vois, on en avait discuté avant en mode, bah attends, est-ce que tu veux qu'on fasse un sprint pour arriver ou pas? Et en fait, on s'est mis d'accord toutes les deux en mode, bah en fait, ça sert un peu à rien. Enfin, si, on aurait pu, mais bon, autant voilà, traverser la ligne d'arrivée main dans la main. Et donc, du coup, voilà, le rêve de traverser 2500 main dans la main, toutes les deux, là, en 2024, ce serait incroyable. C'est ça. Surtout qu'on s'est dit pendant ces 1000 bornes que jamais de la vie on ferait 2500. En tout cas pas en Ouais, bah, solo surtout quoi. moi, hein. Oui oui. Mais moi je t'avais Moi, dit j'étais je le là, ferai c'est un jour. mort. Je le ferai un jour. Je sais pas quand. Là j'ai essayé de retomber un peu, de faire retomber la pression des 1000 kilomètres, me poser un peu, voir si je veux y retourner et tout. Et au final, je t'ai un peu lancé au défi. Et voilà, je pense que on peut vivre un truc fantastique en étant deux. Ça peut être aussi très dur par moment parce que justement on n'a pas les mêmes rythmes et tout ça. Mais c'est un challenge qui va être sympa à relever, étant donné que on sera le premier duo féminin de cette épreuve, quoi, de cette distance. Et du coup, Elsa, qu'est-ce qui t'a fait basculer pour t'inscrire du coup sur la 2500? Parce qu'au début, tu disais que t'avais pas trop envie de la faire. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? Ce qui est pas mal, c'est que c'est pas que j'ai été traumatisée des gens qui ont fait la 2500, mais en fait, faut se rendre compte que bah voilà, t'es à vélo, tu fais 2500 km et vers la fin, enfin voilà, quand tu fais sur, enfin nous on les a découverts sur leurs derniers 1000 km et du coup bah voilà, tu peux pas, il y en a ils perdent la sensation du bout des doigts, t'es quand même dans des états quand même un peu j'aime pas ce mot, mais je vais dire extrême. Et donc, du coup, j'étais, ah, mais non, mais en fait, enfin, c'est pas que ça me donnait pas envie, mais j'étais, ah là là, je sais pas si j'ai envie de me mettre dans un état pareil. Et puis, en fait, bah, Noélie, elle m'a dit, non, mais attends, Elsa, il n'y a jamais eu de femme sur la Race Across France qu'on finit en duo toutes les deux. C'est bon, c'est bon, je dis, ok, c'est bon, je le fais avec toi, c'est bon, je veux bien le faire avec toi. Ouais. À partir de là, c'était acté, signé, et puis. C'est ça, C'est ça. ouais. Bah ouais, il y a le fait d'être les premières, quoi. Après, ce serait génial hein, qu'il y ait un autre duo femmes qui s'inscrivent sur le 2500 en attendant pour qu'on ne soit pas le seul. Nous, on sera encore plus, enfin, ce sera encore plus génial, quoi. Oui, parce que notre volonté, c'est aussi d'encourager et puis ouais, d'amener plus de femmes à faire ce genre d'épreuve.
Ouais. Parce que c'est pas qu'on se sent seul, mais quand même un peu. Enfin, tu vois, la participation, elle est toujours en dessous de 10%. Donc, Ah oui. et au départ, donc à l'arrivée, c'est encore moins. Là, quand tu dis 10%, c'est 10% à peu près sur l'ensemble des courses ou c'était sur le format sur lequel vous Sur étiez? ce format. Ouais, même hein, sur l'ensemble des courses en ultra cycliste, ouais, c'est entre 6 et 10%, quoi. Ça dépend des courses, mais ouais, c'est à peu près ça. Là, sur ce format-là, par exemple, si on prend la 1000 km, sur 100, à peu près 160 inscrits, 105, enfin, entre 150 et 160, il y avait 15 femmes et on a fini à 10, tu vois. Donc, Ouais, c'est sur quand les D'accord. 1000 même, kilomètres. Mais du coup, ouais, sur la 2500, il y avait 150 inscrits. Il y avait seulement 6 femmes et 2 sont au finishers départ, ouais. seulement. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être une idée de réponse de pourquoi on a un taux de participation si bas? Alors, je vais pas les chiffres exactement, mais je pense que dans l'ultra trail, peut-être, il y a peut-être le pourcentage, je pense qu'il m'a l'air un peu plus élevé en tout cas que dans l'ultra cyclisme. Est-ce que vous avez déjà une idée de réponse à Moi, je ça? pense que c'est pas encore assez connu et reconnu aussi. Enfin, c'est pas assez médiatisé. On, enfin, on l'a bien vu avec le Tour de France féminin. C'est beaucoup moins médiatisé. Les gens ne suivent pas. C'est compliqué en fait. Juste la féminisation du sport de manière générale, je pense. Enfin, c'est la même chose dans les sports collectifs. En foot, il y a très peu de gens qui suivent le foot féminin. Enfin, voilà, c'est. Ouais. Moi, j'ai un petit avis un petit peu différent. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que quand on donne l'espace aux femmes, elles le prennent. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a des courses d'ultra run qui vont, qui vont ouvrir des places et qui vont faire, par exemple, 50 et 50. Eh ben, il y aura 50 femmes et il y aura 50 hommes. Donc parfois, il y a aussi le fait de donner la place parce que bah voilà, bah, il y a aussi des moments où il faut se qualifier sur certaines courses et donc du coup bah ça ça crée un peu des problèmes d'inscription d'entrée parce que ça peut paraître un peu euh, dur de se dire ah, pour un 1500, enfin pour un 1000 par exemple, faut que j'ai fait avant un 500 km quoi. Donc faut Mmh. trouver une course de 500 km. Bon après ce qui est cool, bon je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais enfin si j'ai le droit de dire parce que je suis ambassadrice, mais ce qui est bien sur la Race Across France, c'est que ils vous demandent un justificatif, c'est pas forcément une course officielle. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait, vous, tout seul, sur votre Strava et vous pouvez justifier que vous avez fait 500 km en un temps lambda, c'est aussi pris en charge. Donc ça quand même facilite aussi l'inscription. Mais ça peut paraître comme ça sur le papier déjà un peu fort. Ouais. Mais ouais, donc du coup, pour moi, c'est pas forcément la médiatisation, c'est plutôt le fait de encourager les femmes. Enfin, en plus, enfin, moi, voilà, j'habite à New York et voilà, j'ai aussi cette culture américaine où bah, je vois autant de femmes que d'hommes dans plein de disciplines. Et aussi, il y a des corps différents et des diversités différentes. Bon, forcément, en France, il va y avoir plus de stéréotypes sur voilà, bah, des joueuses de football ou des joueuses de rugbyman ou des cyclistes femmes, quoi. Parce que bah, en France, on n'a pas tant que ça, alors que dans d'autres pays, il y en a beaucoup plus, quoi. D'accord. En tout cas, j'espère que ce podcast-là, il servira à donner envie à des femmes d'aller faire de l'ultracyclisme en vous écoutant. Ouais, surtout qu'en fait, le truc qui est vachement bien, c'est que les femmes, elles. Alors, moi, pourquoi j'adore l'ultracyclisme, c'est que euh, c'est un sport égalitaire. On part en même temps, on a les mêmes règles. Et en fait, dans certaines courses, bah, il y a des femmes qui deviennent premières. Donc là, par exemple, Lauriane qui a fini le Biking Man ou Laëlle Wilcox qui a été première à faire la transcontinentale aux États-Unis, bah, en fait, ça donne, ça change un peu la donne en se disant, oh là là, ça veut dire que bah, nous, on peut le faire aussi. Et donc, du coup, je trouve ça encore plus égalitaire parce que dans l'ultra-distance, il y a cette force de résilience où les femmes, on excelle dedans. Et donc, du coup, ça permet d'égaliser un peu la discipline. Et je trouve ça super intéressant. Moi, j'adore les courses où on partage le podium. Tu vois, bah, les marathons, dans le marathon, c'est pareil. À la fin, ok, il y a une discipline hommes et femmes, mais à la fin,
les médailles, elles sont données avec un homme et une femme. Et moi, je Mm. trouve ça trop beau, ce genre de discipline. Carrément. Merci en tout cas d'avoir quand même pris la parole là-dessus. Je pense que ça pourra vraiment aider en tout cas certaines personnes. J'espère sincèrement que ce podcast-là, entre autres, fera partie pour donner l'envie en tout cas aux femmes de faire du sport déjà en règle générale, de se lancer sur de l'ultra et voire même de l'ultra cyclisme. Et maintenant, on pourra passer aussi au sujet principal de cet épisode qui est la Race Cross France 2500 km. Pour entamer le sujet, j'ai un message qui a été envoyé par quelqu'un. Ok. Bonjour Elsa, bonjour Noélie, c'est Jean Marin, le casque rose sur les réseaux. Je me permets une petite question toute simple, c'est vous avez choisi de le faire à deux, pourquoi? Et qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce qu'on recherche tous un peu quelque chose, qu'on fait ces courses longue distance? Donc quelles sont à l'une et à l'autre vos motivations et le pourquoi de cette course et le pourquoi ensemble? Merci. Yes, trop cool, Jean Marin, pour cette question. Moi, ce que je vais chercher dans ce genre d'épreuve, c'est la liberté. C'est d'aller chercher des paysages qu'on n'irait pas chercher sans passer par ce genre de course. Donc, c'est partir à l'aventure. Et puis, c'est aussi se dépasser soi-même. C'est construire petit à petit son évolution entre guillemets parce que on sait pas trop ce que ça peut donner de faire une si longue distance et donc on apprend aussi sur soi, on se dépasse et c'est un travail de longue haleine. Enfin, je pense que tout le monde peut pas se lancer du jour au lendemain sur un 2500 km. Il faut avoir un petit peu de préparation quand même, sur plusieurs mois. Et ce que ce que je voulais dire aussi, c'est euh, l'idée de cette course, c'est aussi de prouver que les femmes donc sont capables de faire ce genre de distance. Et donc nous, en s'inscrivant sur cette distance-là, on a la volonté d'encourager d'autres femmes à s'inscrire et à passer le cap et à se faire confiance tout simplement parce qu'on en est capable autant que les hommes. Donc voilà, inciter plus de femmes à se lancer. Et puis après c'est un regard personnel, mais enfin je pense qu'il faut aussi banaliser le retour au sport chez les jeunes mamans. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se brident et qui se font pas confiance. Mais moi, je l'ai fait. J'ai repris l'entraînement au bout de 3 mois. Euh, j'ai pas trouvé ça difficile. Pourtant, j'ai eu un accouchement super difficile. Mais du coup, voilà, faut juste avoir de la volonté, se faire confiance et être aussi bien entouré parce que quand on prépare ce genre de discipline, ça prend beaucoup de temps dans l'agenda, dans une semaine. Donc on a tous un taf, on a tous une vie de famille, voilà, on a des occupations autres, mais il faut y aller quoi. Si on a envie de le faire, moi je pense qu'il faut pas se brider. Ouais, je peux attester que l'accouchement de Noélie était difficile parce que ça a duré son discours, enfin son récit a duré tout le long du col de la Cayolle, qui fait quand même 22 kilomètres. Voilà. Euh, non mais non, c'est génial la question de Jean Marin. En plus, merci Jean Marin parce que il est super actif dans tout ce qui est rassemblement de cyclistes. Il est ouvert à plein de choses. Avec son casque rose, on l'adore. C'est génial d'avoir des gens qui animent des communautés et qui sont passionnés de vélo, qui veulent faire juste découvrir bah voilà le gravel, le VTT, le vélo de course, ce que vous voulez. Donc encore merci. Moi, ce que j'adore, la question, c'était le pourquoi ensemble. Alors effectivement, moi, je pense déjà à la base, je me voyais pas trop faire le 2500, mais c'est juste bah, évident avec Noélie, donc c'est un peu ma raison. Donc je trouve ça en fait chouette. Alors effectivement, ça vient avec d'autres challenges. Mais je sais pas, le fait de voilà, alors je sais pas si c'est la sororité ou autre chose, mais moi ça me donne un élan et encore merci Noélie de croire en nous pour cette belle aventure. Après, c'est vrai Merci que à niveau toi aussi, hein, préparation, Elsa.
Niveau préparation, on est complètement différentes. Moi, j'essaie de me structurer un peu plus parce que moi, je suis en mode j'aime faire du vélo et donc je pars faire du vélo et ça me suffit. Pour le 1000, j'ai déjà découvert que bah alors, c'est pas que heureusement je suis tombée, mais presque. C'est que le fait que je sois tombée un mois et demi avant la course, ça m'a permis de m'entraîner de manière plus intelligente. Et c'est pas que faire du vélo, que du vélo, c'est pas intelligent parce que moi, ce que j'adore, et j'adore découvrir des paysages, et c'est pour ça que je fais du vélo. C'est plus que, bah voilà, c'est une discipline qui fait en sorte que bah faut vraiment ménager son corps au maximum. Donc ça veut dire que faut le préparer aussi au maximum. Bon après j'ai aussi été danseuse classique donc je connais mon corps mais niveau préparation c'est ce que j'ai appris aussi chez Noélie, c'est que bah voilà va falloir faire bah, du renforcement musculaire un peu plus souvent, voilà, falloir structurer ses sessions de manière un peu plus intelligente au lieu de faire que la distance et du volume. Faire beaucoup de stretching aussi, et voilà, après, je pense que Noélie va en parler, mais faire un entraînement qui te prépare pour souffrir le moins possible pendant 2500. Après, tu peux te lancer hein, et aimer la souffrance, mais après, si on peut diminuer au minimum la souffrance, ça peut être pas mal. Bon, après, on n'y pense pas. Hein. En fait, les paysages sont tellement beaux que parfois, on est dans un état je sais pas, subliminal et on pense que à ce qui nous entoure et que t'es mal sur la selle, ça passe à côté, quoi. Donc c'est aussi ça qui est super beau dans la discipline et dans l'ultra. Je pense pas que dans l'ultracyclisme d'ailleurs. Donc voilà. Je sais pas si je réponds à la question, mais Si, Jean-Marin me si, dira. c'est parfait. Bah, oui, je pense qu'il y aura un retour après la sortie de l'épisode de Jean-Marin qui te confirmera ou non la réponse. Ok. Du coup, je vais juste vous lire aussi les quelques lignes qui sont sur le site de Race Cross Series, qui parlent donc de la Race Cross France, pour un peu situer voilà, la course, pour ceux qui ne connaissent pas, pour en parler un petit peu voilà, de la course, de l'événement. La Race Cross France est un événement d'ultracyclisme qui met en avant l'endurance et la détermination des participants. Les cyclistes auront l'occasion de traverser divers paysages français, offrant une combinaison unique de défis physiques et de spectacles visuels. L'aventure est structurée pour accueillir des participants de différents niveaux de compétences, chacun ayant l'opportunité de tester les limites tout en découvrant les terrains et les beautés variées de la France. Donc cette course, c'est une course cyclisme qui traverse la France pour ce qui est de la plus grande distance, donc le 2500 km du nord en partant de Lille jusqu'au sud, jusqu'à Mandelieu-la-Napoule. Si je dis des bêtises ou autres, vous Non, c'est m'arrêtez. ça, Hein. c'est ça. Et ensuite, parcours de 300, 500 et 1000 sont une partie du parcours du 2500 km. C'est ça. Et Donc, c'est C'est ça. chouette parce que comme ça, tu rencontres différents participants selon les distances, quoi. d'ailleurs, en sachant que j'imagine, alors ça, vous Et du saurez coup, il mieux y a que des moi, départs le, différés. le 2500 km part quelques jours avant, je pense, Exact. pour que tout le monde arrive plus ou moins sur le même. C'est ça. Pour la fête à la fin, avec tous Ah, ensemble, d'accord. avec tous les podiums. Ouais. Ouais, parce que au départ, ils ont commencé en 2020-2021. Ils ont fait départ quasiment tous ensemble. Mais du coup, les distances 300, 500 et 1000 s'arrêtaient avant la 2500 et les les warriors qui terminaient la 2500 se retrouvaient Solo, quoi. Il n'y a plus quasi personne. solo, ouais, parce qu'ils sont pas nombreux à terminer et donc ils étaient pas accueillis comme ils devaient face à l'effort qu'ils avaient produit, quoi. Et donc ils ont inversé le concept en faisant partir tout le monde en différé pour essayer d'arriver tous en même temps, enfin, en tout cas à D'où quelques une heures d'écart. organisation un peu extraordinaire, quoi. Parce que, alors déjà, je pense qu'on le souligne pas assez, mais en fait, c'était une question. D'ailleurs, on a fait un talk chez Style, là. C'est un Bike shop shop ouais, un bike shop Paris. enfin, qui vend vachement de vêtements pour cyclistes à Paris. Et en fait, dans l'ultra-distance, il y a différentes règles, mais en clair, une des règles qui est dans la Race Across France, c'est que en fait, le tracé il est déjà fait, donc tu suis un tracé. Et dans certaines courses, tu dois faire ton propre tracé.
Et moi, ce que je disais à Élise Cabernion, qui fait pas mal d'ultra aussi et qui fait des 4000 km en course, etc. Elle fait des courses où elle doit faire son tracé. Et pareil pour la Race Across France, ils font leur tracé et ils sont quand même. Enfin, c'est un travail extraordinaire qu'ils font. Enfin, moi, j'ai adoré le 1000 km qu'on a fait l'été dernier. C'était magnifique. Alors, on a juste pesté pendant un moment sur une section Oh putain. où ils nous avaient envoyé un texto, on a pas reçu le texto. Enfin, voilà, bref, on s'est tapé sur du gravel du 18-20%. Enfin, voilà. Mais, 24, je m'en enfin, rappelle. ouais, 24, ouais, je bon, l'ai passé à 24%. pied, en marchant, en canard, enfin en crabe plutôt, parce que j'avais hyper mal au tendon, donc impossible de marcher face à la pente. Là, ouais, Mais c'était à part l'enfer. ça, c'est juste que l'organisation de la course, elle est quand même sublime et c'est pour ça qu'on l'a refait. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, une fois Ouais, qui font une course, qui vont la refaire parce qu'en fait, l'esprit, il est là, la communauté, elle est là, l'organisation, elle et est les quand même routes vraiment empruntées top, quoi. aussi sont magnifiques. Il y a très peu de circulation. Tout est parcouru avant. Donc Ouais. jusqu'au dernier moment, ils ont toutes les autorisations, tout est sécurisé. Enfin, c'est très très bien étudié. C'est un travail de fourmi, quoi. Et Ouais, c'est ça. Et le travail, il est tellement fort que ça se ressent pendant la course. Et voilà, je voulais juste aussi le mettre en avant parce que bah voilà, de temps en temps, on peut pester sur une section, mais en fait, le travail, il est là et il est beau et ce qu'on voit devant nos yeux, c'est magnifique. Donc, je voulais aussi remercier voilà, la Race Across France de nous délivrer un chemin magnifique. À savoir aussi que le parcours, si je ne me trompe pas, chaque année, il est quand même. En tout cas, cette année-là, il est différent de l'année passée. oui, Ouais, c'est ça. Tous les ans, c'est leur particularité, c'est ça. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as fait la course, tu peux la faire plusieurs années parce que tu vas pas découvrir les mêmes choses. Alors, par exemple, là, tu as indiqué, on part de Lille, on arrive à Mandelieu et Napoule, mais cette année, on va faire la traversée des Pyrénées, alors que l'année dernière, on avait fait les Alpes, tu vois. Donc, c'est super chouette aussi de se dire, ah, voilà, bon, bah voilà, j'ai traversé les Pyrénées, c'est cool. Pour aider à visualiser un petit peu le parcours 2500 km, voilà la carte de la France, on prend l'île qui est plein centre tout en haut de la carte, on descend tout droit à l'est jusqu'aux de trois quarts de la Paris. France, et On passe oui, à ça l'est de passe par Paris, Paris, Clermont. Ouais, c'est à peu près tout On droit, ouais, descend jusqu'à à Clermont. Anglette. et Ouais, voilà, aux trois quarts de la France, ça part du coup, enfin si on regarde la carte en face, sur la gauche, direction Anglette, et ensuite ça allonge donc les Pyrénées, tout ça jusqu'à Mandelieu qui est quasiment sud-est En de passant la par le France, Ventoux. en on fait passant un par le petit Ventoux, oui. détour Ventoux, Ouais, voilà, c'est ça. la pépite. C'est pas rien. C'est pas rien de faire un petit détour par le C'est Ventoux. ça. Et voilà. Donc le 1000 km, lui, donc il fait de Anglette, du coup, lui part de Anglette jusqu'à Mandelieu. Et le 500 km, lui, part de alors Hérault, ça je connais pas par contre cette ville, jusqu'à Mandelieu. Et le 300 km, lui, part de Malaucène. Yes, c'est le Ventoux, quoi. Au pied du Ventoux. D'accord. Donc après le Ventoux ou avant le Ventoux? Ça, Avant je le sais pas. Ventoux. Parce qu'ils vont grimper le Avant le Ventoux. Ventoux pour qu'il le Ouais. D'accord. fasse, c'est ça. Donc dans le 300 km, il y a le Ventoux. Bah, du coup, moi, quand je l'ai fait en 2022, le 300, bon, c'était précisément 370 km et on partait du sud du Ventoux et donc on grimpait le Ventoux et ensuite on allait à Mandelieu et, euh, et on traversait par les gorges du Verdon. Enfin, c'était juste incroyable. Le parcours était magnifique. Mm. Il y a de quoi vraiment se faire Ouais, plaisir, en quoi. fait, l'idée, c'est la Race Across France, c'est aussi d'avoir eu un dénivelé, c'est qu'il y a un peu de montagne, quoi. Oui, oui, là je confirme, je suis sur le profil du 2500 km. Il y a de la montagne. Ah, au début, ça va, ils sont gentils sur les 500 premiers kilomètres. Après, ça monte. Un petit peu de replat. Bon, et après, je pense que vous savez mieux que moi, mais là, il y a des pics. Là, je suis pas bien, là. Regardant le Il y profil. a, Ah, moi, c'est ma partie de plaisir, j'adore. ouais, sur 2500 km, il y a à peu près 35 000 de D+. Ah ouais, quand même. Ah, non, mais en plus, on voit surtout que c'est quand même mieux que tu veux que la partie, tout ce qui est traversée Pyrénées plus le Ventoux, ça, c'est vraiment. C'est un enchaînement presque. Ça reste du très costaud. Ouais, c'est le moment où on va se dire, bon, on a traversé la France.
futur vient là. On va passer sur la partie, tout ce qui va être entraînement, préparation physique, voire mentale. C'est vous qui me direz. Alors là, pour l'occasion, sachant que tu es sur New York le reste du temps, Elsa, là on enregistre, on est le 11 janvier, la course est quand même bien plus tard, donc l'épisode sortira quelques temps avant la course. On fait ça pour avoir tout le monde en même temps sur le podcast, ce qui est quand même vachement plus intéressant. J'espère que les auditeurs seront du même avis. Donc la préparation physique, clairement, bon, on n'est pas, ça aurait été plus intéressant de le faire quelques semaines avant, justement, comme le veut plutôt le concept du podcast. Mais est-ce que vous pouvez nous parler en tout cas de votre préparation physique que vous avez déjà envisagée, ou au moins celle que vous avez faite déjà pour l'édition précédente? Bah, Elsa, t'en as un petit peu parlé de comment tu te prépares et comment tu t'entraînes. Et pour le coup, moi, c'est un petit peu différent. Donc, moi, je fais entièrement confiance à Loïc Lepoutre. Il a déjà tenté 4 fois la Race Cross France 2500 km. Il l'a terminé. Donc, en fait, c'est le parfait entraîneur pour préparer ce genre d'épreuve. Et donc, lui, il m'accompagne donc depuis 2019, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est plusieurs mois de préparation. Donc en fait, on fait ça un peu comme un rétro-planning. En gros, on dit ma course se déroule du 20 au 30 juin. Quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer pour arriver en forme, pour arriver entraîné et pas surentraîné ou sous-entraîné pour ces dates-là. Quelle course intermédiaire je vais pouvoir mettre en place pour me préparer à faire du volume. Et donc moi, j'ai commencé ma prépa là pour la 2500 seulement début du mois de décembre. Donc j'ai repris un entraînement structuré, on va dire, avec 6-7 heures par semaine de vélo. Un petit peu de renfort musculaire, donc enfin de la PPG quoi, pour s'économiser sur le vélo, être bien gainé et puis ouais, moins se fatiguer sur les longues sorties. Et en fait, le but, c'est d'être progressif. Donc, tu vois, moi, j'ai commencé par 6-7 heures d'entraînement là au mois de décembre. Je pense que arrivé sur avril-mai, je vais être sur 15 heures minimum d'entraînement par semaine, avec surtout des longues sorties le week-end, et puis du home trainer, voilà, une course intermédiaire. J'ai prévu donc la Bordeaux-Paris qui se déroule fin mai. Donc c'est pile poil un mois avant la Race Cross France. C'est stratégiquement c'est parfait parce que du coup j'atteins un pic d'entraînement et de volume jusqu'à mi-fin mai. Et après, ça relâche un petit peu pour reprendre de l'énergie, se reposer, faire le plein de, de plein de choses pour être super en forme pour la course. Donc voilà, ça c'est la façon de travailler de Loïc. Et moi, en tout cas, elle m'a super bien réussi à chaque fois que j'ai été préparée. Donc les 1000 km, c'est passé tout seul. J'ai juste une petite douleur au tendon d'Achille gauche, mais bon, ça on peut pas vraiment le prévoir parce que j'avais jamais fait autant de kilomètres, et malgré une bonne position sur le vélo, voilà, ça a tiré un petit peu plus. Notre corps évolue au fur et à mesure de l'entraînement. Donc en fait, il aurait peut-être fallu revoir un tout petit peu la position pendant la course, mais moi, enfin, je voulais rien toucher pour pas me créer d'autres tensions. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je m'entraîne. Moi, j'ai dû quand même googler PPG. C'est préparation physique générale. Non, je rigole. Non, non, je fais ça sérieusement. On dirait pas comme ça, mais si, je fais beaucoup de vélo. Alors effectivement, alors de manière, c'est pas naturel, mais je m'étais dit bon, bah pour la 1000, va peut-être que je fasse une 1000 avant.
Donc là, par exemple, en février, je vais aller m'entraîner une semaine en Équateur pour faire de l'altitude. Donc, ce sera des journées pas si longues que ça, hein. Ce sera jamais plus de 100 kilomètres, mais avec beaucoup d'altitude. Donc voilà. Après, moi, j'adore grimper, donc aussi, et puis j'adore découvrir des nouveaux paysages. Alors normalement, j'ai plutôt un entraînement où voilà, une fois pendant l'hiver, parce qu'il fait quand même très froid à New York, je vais m'entraîner. Bah, l'année dernière, j'étais partie en Floride en voiture avec une amie qui partait aussi en Floride. Normalement, j'essaie de minimiser au maximum l'avion. C'est pour ça que je fais beaucoup de vélo aussi, parce que je vais me déplacer pour rencontrer des gens ou aller à des événements à vélo. Donc là, c'est un peu exceptionnel que j'aille en Équateur, mais voilà, je voulais faire une préparation aussi avec des experts. C'est un ami qui a créé sa boîte, ça s'appelle Clip Tour, et ils organisent voilà des bootcamps de vélo. Je vais pouvoir aussi avoir un coach pendant un mois ou deux pour me préparer pour l'altitude, mais aussi après l'altitude. Donc ça, c'est chouette. Et sinon, ouais, j'ai rajouté. Alors, je fais aussi pas mal de yoga. Je vais 2, 3 fois par semaine au yoga. Mais là, j'ai rajouté du renforcement musculaire. Euh, et je vais essayer d'en faire un peu plus sérieusement, donc peut-être 4 fois par semaine. Voilà, mais pas plus d'une demi-heure par session. Et ouais, moi, enfin voilà, ma logique, c'est vraiment s'entraîner comme Noélie de manière à pas se blesser. Donc voilà, si nos muscles sont préparés, si on fait attention, tout en ayant du plaisir, ben normalement on ne devrait pas se blesser pour que tout aille bien. Et voilà, effectivement pendant la course. Alors moi, en fait, effectivement l'année dernière, j'avais fait mon premier 1000 et j'avais eu horriblement mal. J'avais fait un 1000 avec l'organisation de Paris-Brest-Paris qui fait des. En fait, aux États-Unis, il y a des gens qui sont fans du Paris-Brest-Paris. C'est une course en France qui fait 1 200 kilomètres. Et dans chaque État, il y a des organisateurs qui font la série. Donc, ils font un 200, un 300, un 400, un 600, un 1000 et un 1200. Et donc, du coup, dans chaque État, en fonction la, de la température de l'État, ils organisent des petites, bah voilà, des préparations. Et donc là, j'étais partie en Floride faire un 400 et un 600. Et donc, c'était la première fois. Alors, moi, je fais de l'ultra-distance que depuis un an. Bah voilà, j'avais mon premier 400, c'était c'était l'année dernière à cette période à peu près, enfin en février. En Floride. Et pendant le 600, j'avais eu mais terriblement mal au genou. Et donc là, j'ai fait un backfit, j'ai préparé mon vélo pour qu'il soit aux petits oignons faits pour mon corps. Et là, justement, pendant le 1000 de la Race Across France, moi, alors j'essaie de me rappeler, mais j'ai eu aucune douleur de mon genou. Ça a pas eu, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc j'étais super contente. Tu m'as rappelé une douleur que j'avais eue, Noélie, mais je m'en rappelle pas là tout de suite. Mais non, ça a été. Très bien. Et je vais vous poser une question qui est récurrente dans ce podcast. C'est comment, donc avec toute cette pratique de l'ultracyclisme, il y a beaucoup d'heures d'entraînement, ça vous l'avez déjà évoqué, mais comment est-ce que vous arrivez à intégrer tout ça au sein de votre sphère privée et professionnelle? Euh, Bah, on a deux situations différentes. Moi, j'ai un petit garçon, comme je le disais, et puis mon conjoint fait la même chose. Donc, il fait de l'ultra-distance en cyclisme, mais il fait aussi des Ironman. Donc, lui aussi est coaché par Loïc. Et en fait, ça demande énormément de communication entre nous pour se coordonner pour arriver à faire nos séances tous les jours et qu'on se chevauche pas parce que du coup on a un enfant donc le soir si les deux n'ont pas fait leur séance dans la journée bah il y en a un qui doit faire une concession ce jour-là ou alors s'entraîner très tard mais bon ça arrive peu parce que
bah moi je suis vite fatiguée, et je suis une grosse dormeuse. Donc du coup, j'aime pas m'entraîner le soir. Donc j'essaye d'anticiper, soit le midi, soit dans l'après-midi. Mais ça demande beaucoup de communication et d'organisation entre nous pour que les choses coulent de source. Parce qu'il y a aussi la vie de la maison à gérer, la préparation des repas, les courses, les courses alimentaires, je dis. Donc voilà, ça demande beaucoup de communication entre nous pour être coordonnés. Et pour toi, Elsa, ça se passe comment du coup? Comment tu intègres tout cet entraînement dans ta semaine? Alors moi, à la base, j'étais pas quelqu'un du matin, mais j'ai dû m'y faire. J'ai dû, je suis ride leader avec le groupe Rafa. Donc en fait, là depuis récemment, mais avant, je faisais ouais des entraînements, bah voilà, avec des gens, c'est un peu plus sympa de temps en temps. Surtout que là à New York, on fait des tours de Central Park et en fait. Il y a quand même des entraînements avec préparation à des sprints, des préparations euh, voilà, pour des montées. Donc du coup, c'était quand même plus, je trouvais ça plus ludique, voilà, de me lever le matin plutôt qu'à y aller quand moi je pouvais y aller, soit entre deux meetings, soit entre midi et deux. Effectivement, j'ai un job qui est un peu plus flexible. Enfin, je travaille de chez moi en télétravail. Du coup, j'ai quand même cette flexibilité où, voilà, dès que j'ai un créneau de 2 heures, hop, et qu'il fait beau, allez hop, direct, je sors, je prends mon vélo, je vais à la plage, ou je vais à Central Park, ou je vais quelque part. Et donc, du coup, c'est quand même sympa. Mais c'est vrai que c'est un thème qui revient de manière récurrente parce que voilà, en fait, ça demande quand même beaucoup de temps d'entraînement. Donc, du coup, bah voilà, les gens à chaque fois ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as une vie sociale à côté? Grave. Donc, ça me faisait rire. Après, ouais, moi, je fais quand même aussi pas mal de choses à côté. J'essaie d'être bénévole au maximum aussi. Bon, après, j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que ça me facilite la tâche sur ce niveau-là. Ça fait pas longtemps que je me suis mise avec quelqu'un qui fait aussi de l'ultra run, qui fait aussi pas mal de vélo. Et en fait, en me mettant de plus en plus avec des gens qui font ça de manière plus sérieusement, je me suis dit à quel point je suis un ovni, moi, dans la manière dont je m'entraîne. Tu serais tellement forte Mais si t'étais voilà. entraînée par quelqu'un, en fait, encadrée par quelqu'un. Ouais, ouais, mais après, en fait, c'est ça, tu vois, c'est marrant parce que la première chose que tu avais dit dans pourquoi tu fais l'ultra, c'est ta liberté. Et en fait, moi, ma liberté, elle vient dans mon entraînement. Alors oui, effectivement, je serais peut-être meilleure si je respectais un programme, mais bah, j'ai un peu du mal à respecter un programme. Enfin, faudrait que mon mec soit mon coach, quoi. Je pense que ça marcherait un peu mieux, mais je pense que ça crée des Bah tensions. honnêtement, aujourd'hui, alors hier il a neigé sur Bordeaux et sur pas mal de régions Oh de la wow! France. Et aujourd'hui il faisait un froid mais de fou et j'avais 3 heures de vélo dehors à faire. Et en fait c'est l'avantage aussi d'être coaché, c'est que bah, j'ai dit à Loïc bon bah flemme un peu de sortir pour 3 heures. Il fait pas Ouais. loin de 2 ou 1 degré, même en plein après-midi. Et puis il avait plu ce matin. Donc il me dit, bah t'inquiète, pas de souci. Si tu veux, tu peux te faire une course à pied. Donc en fait, c'est l'avantage aussi d'être coaché, c'est que il te donne aussi des tips pour t'entraîner dans n'importe quelle condition. Et donc là, j'ai fait un 10 km avec des push-ups tous les kilomètres, 10 ou 15 push-ups à faire à chaque kilomètre. Et en fait, c'est l'avantage aussi de pouvoir faire de l'entraînement croisé. Donc, je fais pas Hmm. que du spécifique vélo, je fais aussi de la course à pied pour Ouais. croiser l'entraînement et performer quoi qu'il arrive. Donc, en fait, j'ai fait 1 heure d'entraînement au lieu de 3, mais ça a été hyper productif et il me met aussi souvent des séances de home trainer s'il fait pas beau ou quoi. Donc c'est adapté par rapport aux conditions météo. Et comme il habite aussi sur Bordeaux, bah il sait très bien quand il pleut, quand il neige, quand il vente, etc. quoi. Et le
L'avantage du home trainer, c'est de pouvoir faire du qualitatif en très peu de temps. Et j'ai souvent 2 séances par semaine de home trainer et 2 sorties à l'extérieur. Donc voilà. Bon, après, moi, j'ai un peu l'habitude du froid, donc ça va. Là, je suis sortie mardi, il faisait -6. Bon, j'ai pas duré très très longtemps, j'ai fait 1 heure et demie, mais voilà, après, je l'ai quand même fait. Et pendant mon trip, là, je sais que je peux durer 1 heure et demie à -22. Donc Oh ça va. waouh! Après, L'enfer! faut que je laisse bien habillée. Oh non. Ouais, mais voilà, tu vois, tu parles de mental, et ben c'est aussi là où je pense que je crée mon mental à Ouais, moi. carrément. C'est-à-dire que voilà, en allant, en me disant punaise, et après aussi tu t'habitues, tu fais une sortie la première fois, tu dures 1 heure seulement à -6, bah tu dis oh punaise, en fait j'ai réussi. Donc tu dis ah peut-être que je vais pouvoir faire -8. Et puis voilà, petit à petit, puis tu vois, voilà, tu essaies de jauger tes limites à toi. Et ouais, après moi c'est aussi ma signature quoi. J'ai toujours dit à tout le monde que je faisais du vélo, qu'il pleuve ou qu'il neige, etc. Bon, après, on a vu là pendant la Race Across France avec Noélie, un moment, elle me regarde, elle me dit c'est peut-être un peu dangereux là, faudrait peut-être qu'on Oui, on s'arrête. était en plein Parce orage qu'il y dans les avait quand même des montagnes, orages. en train de grimper un col, et puis on a failli se faire renverser parce qu'on était sur une nationale ou une départementale, enfin j'en sais rien, mais avec des gros camions. Et puis Non, il mais du coup, pleuvait, ouais, enfin. il y a des dangers parfois. On a reçu le message, mais même pas une demi-heure après, de la WES, qui disait à tout le monde, bah arrêtez-vous, c'est trop dangereux. Donc oui, non, mais après, faut faire quand même attention. Il y a certaines limites qui soient soit personnelles, soit climatiques, qui font que bah non, parfois c'est pas possible. Mais ouais, moi j'aimais bien dire que je faisais du vélo toute l'année, surtout à New York, qu'il neige. Après, tu changes juste de vélo, quoi. Faut que tu aies des bons pneus. Mm. C'est sûr qu'à Voilà. -22, oui, les pneumatiques, ça va pas être c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas pareil, ouais. Faut un bon gravel, quoi, Déjà, ou un bon Mm. c'est VTT. parfait, ça fait une petite transition pour passer sur la partie plutôt technique et matérielle pour cette Race Cross France. Euh, Qu'est-ce que vous allez utiliser comme type de vélo et également, surtout, finalement, qu'est-ce que vous allez lui apporter comme modification en termes de bagagerie? Bon, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et si vous avez des petits trucs à vous, un petit peu perso, que vous mettez sur votre vélo ou des petits tips que vous avez à partager. Ah bah là, c'est pour ça que ça serait bien que tu diffuses ton podcast un peu avant, parce qu'en fait, on cherche des sponsors. Ah, on va devoir avancer un peu la date alors. Euh, Voilà, c'est ça. Bah non, mais je peux parler de mon vélo là. Alors, on n'a pas des vélos, ni l'une pour l'autre, idéal pour l'ultra. Bon, après, ça marche jusqu'à aujourd'hui, donc pourquoi pas, si on garde ce Le vélo-là, tout, c'est d'être confortable en fait. ça le fera aussi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un vélo route Giant TCR. Je suis en 105 Shimano, et je suis ça va jusqu'à 32. Du coup, j'ai été en mode à 34, j'aurais été mieux pour en montagne. Mais après, voilà, je suis une grimpeuse, donc après, c'est bien de gagner en confort. Et mes pneus, moi, alors j'ai vachement hésité, mais entre 28 et 32, mais je suis restée à 28 et j'étais plutôt contente. Euh, Niveau sur la race, niveau les routes, la montée, j'étais vraiment contente de mon set. Noélie, c'est pareil. Et niveau enfin, tu diras ce que tu as Yes. spécifiquement, mais on était plutôt toutes les deux contentes de nos vélos respectifs. Et niveau bagage, on est assez similaires sur ça, à peu de choses près, quoi. Mais on a une sacoche. Alors moi, j'avais une sacoche à Pidora, 17 litres, sur le niveau de la selle. J'avais un tube bag là devant sur le cadre, un tout petit, et j'avais comment ça s'appelle? Moi, j'appelle ça un handlebag au niveau du guidon, quoi. Et c'était tout. Et après, bah voilà, après, tu as aussi du matos que tu es obligé emmener en fonction de la course que tu fais. Donc là, par exemple, une des spécificités de la Race Across France, c'est d'avoir deux couvertures de survie pour aider quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est super chouette aussi. Alors moi, ma spécificité, je le dis assez souvent, c'est des gouttes pour les yeux.
c'est que je peux pas me passer à vélo avec le vent, etc. Il faut absolument que voilà, je me mette des gouttes à chaque fois que je m'arrête le soir. Une brosse à dents absolument avec un petit peu de dentifrice. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément ce besoin, qui peuvent s'en empêcher. Alors que moi, c'est vraiment un plaisir enfin voilà, je me dis, ah, ça me fait trop du bien d'avoir ces choses. Donc on a tous, comme tu dis, les choses qu'on veut emporter avec nous-mêmes. Mais oui, après, on est quand même en optimisation. Enfin, là, par exemple, sur le 1000 km, j'avais même pas un deuxième bib. Donc j'avais vraiment un seul cuissard, quoi. Je pouvais, s'il m'arrivait, voilà, si une nuit où il faisait super humide et pas le temps de sécher, bah, j'avais pas trop ça, quoi, en rab. Après, voilà, on avait vu la météo et je m'étais dit, ah bon, on va avoir de la chance, bon, à part l'orage. Mais j'étais plutôt contente. On n'a pas manqué d'un truc, si peut-être, voilà, des gélules pour, tu vois, comment ça s'appelle ce qui t'a filé là, Rémi? Ah, d'arnica, des petits granulés Voilà, d'arnica. en cas de blessure ou de douleur. Ouais, ça pourrait être bien pour le 2500. Oui, Ouais. forcément, on apprend de nos expériences. Moi, quelque chose sur lequel je ferai jamais l'impasse, c'est les prolongateurs avec des petites entretoises qui rehaussent. Ah En ouais, fait, complètement, ouais. ça permet de changer de position de changer de position sur son vélo. Donc sur des zones plates, on peut se mettre en mode prolongateur hyper aéro. Mais le fait d'avoir les entretoises, en fait, ça évite de trop casser les cervicales. Et je sais que beaucoup qui font de l'ultra-distance ont aussi des douleurs au niveau des mains et de la perte de sensibilité, comme disait Elsa tout à l'heure. En fait, c'est les nerfs qui sont sectionnés. Enfin, le fait de rester trop longtemps appuyé sur le guidon va couper la liaison nerveuse. Et du coup, on va perdre en sensibilité et en force dans les mains, dans les doigts. Et mon conjoint, par exemple, sur la Race Cross France 2021, en 2021, il n'avait pas de prolongateur et ça a mis 6 mois à revenir. La force Ah et oui, quand même, ouais. la sensibilité dans le bout des doigts, quoi. Donc moi quelque chose, enfin là vraiment c'est pour notre santé, enfin ça permet de varier les positions et puis c'est agréable aussi de se relâcher le dos, le haut des épaules aussi, enfin sur les prolongateurs. Donc voilà, moi c'est le truc sur lequel je ferai jamais l'impasse, c'est ça. Très Voilà. bien. Donc Et pour donner une petite marque qui est pas mal, c'est les Deda Parabolica qui permettent de mettre les entretoises et rehausser le niveau des prolongateurs. je pense que ça pourra peut-être servir à certaines personnes qui vous préparent en tout cas à cette course-là ou d'autres courses d'ultra-cyclisme. Ouais, bah même pour moi, tu vois, moi j'ai des aéros, mais j'avais pas les rehausseurs. Mm. Et je pense que, ouais, clairement, pour le 2500, je mettrais Parce des que les rehausseurs. rehausseurs, ils te font gagner en fait combien en termes Tu peux de aller hauteur? jusqu'à 5 cm Ah de oui, d'accord, plus, ouais. jusqu'à. Hein. Mais après, tout dépend aussi de la taille que tu fais et de ton gabarit. De la hauteur de ta potence, la longueur de ta potence et tout ça. Enfin, c'est des petits réglages. Faut juste se sentir bien et à l'aise sur ces prolongateurs, quoi. Faut pas être trop en tension, sinon tu génères plus de tension que ce que tu veux soulager, quoi. Sur la partie du sommeil, sur les 2500 km, déjà, juste pour avoir une idée un petit peu, vous pensez faire combien de nuits dehors et comment est-ce que vous allez gérer en tout cas où est-ce que votre sommeil, où est-ce que vous allez dormir, ou est-ce que vous avez déjà prévu des choses par rapport à votre expérience? Euh, Alors moi, j'ai déjà essayé de négocier avec Noélie, c'était aucune nuit dehors. Parce que, bah alors, sauf quand peut-être qu'on n'aura pas le choix, etc. Mais en fait, au maximum, prévoir à l'intérieur. Alors, juste des trucs tout cons, mais il y a une nana sur le 1000 km qui s'est fait mordre par un serpent. Tu vois, il y a des trucs où, en fait, bah non, mais en fait, on se prépare pendant 5 mois. J'ai pas trop envie d'abandonner parce que j'ai un truc qui s'est passé dans une nuit où on a dormi dehors. Moi, Après, ça m'embêterait un peu beaucoup, honnêtement, quoi. les gens qui dorment dehors, c'est aussi pour des raisons de budget.
Et nous, comme on est deux là, on peut partager une nuit d'hôtel. On est deux Voilà. nanas, même si on se connaissait pas, on a dormi dans le même lit les premières fois. Enfin, donc en fait, il y a pas de souci quoi. C'est un peu plus compliqué Ouais. si Bah, ouais, du on coup, ça était limite pas. le. Voilà, c'est ça. Et Ouais. au niveau du nombre en fait de nuits passées dehors sur 2500 kilomètres, on est sur combien de nuits à peu près? Bah, je pense 8. À mon avis, on va mettre 9 jours. Enfin, Ouais. je sais pas, tout peut arriver, Bah, mais franchement, si on met 9 jours, moi, je suis trop contente. 9 ou 10 quoi. Hein, mais du coup, Ouais. oui, on va passer 9 nuits, à mon avis. 8, 9. Et après, je sais pas si t'as vu, mais sur la West Coast Front, ils font vraiment très attention au sommeil. Donc, c'est obligé de te reposer 4 heures toutes les... 36 heures. c'est 36 heures ou 39? 36. Ouais, voilà. Toutes les 36 heures. Donc, du coup, déjà, il y a ce créneau où bah, tu te dis, bon, bah voilà, déjà, ça, c'est obligatoire. Et pour moi, je trouve ça vraiment bien. C'est-à-dire que moi, je suis jamais arrivée, Noélie, je pense que c'est pareil pour toi, quoique. Mais je suis jamais arrivée au stade à avoir des hallucinations. Moi, je m'arrête toujours avant. Je me dis, voilà, la route va être longue. J'ai pas besoin de mettre mon corps dans un état où je vais avoir du mal à récupérer, en fait. Moi, j'ai vécu un moment hyper difficile sur ma première course d'ultra, enfin la RAF 300, où je me retrouve, pour ceux qui l'ont faite, dans les derniers cols en descente, juste avant Mandelieu, sur les coups de 5 heures du matin. Et en fait, pour moi, c'est le pire horaire parce que du coup, j'avais pas dormi de la nuit. Et je me suis retrouvée avec une envie de dormir en pleine descente. Et là, par contre, je me suis quand même fait peur parce que bah, mon fils n'avait que 8 mois. Je me suis dit, tu peux pas risquer de, de te mettre dans un ravin juste parce que tu as envie de finir cette course et que tu as envie d'être dans les temps. Mais du coup, je me suis posée 5 minutes, juste 5 minutes au bord de la route. J'ai pas vraiment dormi, mais rien que le fait de couper, de fermer les yeux, ça m'a reposé. J'ai pu repartir et dès que j'ai trouvé une boulangerie, j'ai pris un café et puis je suis repartie quoi. Mais c'est vrai que le sommeil c'est traître. Ça peut t'arriver à n'importe quel moment, même en journée. Hein, tu peux Mm. tomber de fatigue en fait, suivant suivant ton les efforts que tu as fait précédemment. Mais voilà, c'est une gestion à part entière et c'est aussi ce qui fait la beauté de la course, c'est que tu as tout à gérer quoi. Tu dois gérer ton sommeil, ton alimentation, les aléas qui peuvent arriver sur la route. Voilà. Avant de passer à la dernière partie du podcast, j'ai sélectionné quelques questions qui ont été posées par des auditeurs. Donc la première qui est comment est-ce que vous avez géré la fatigue versus le lien que vous avez ensemble? Pour exemple, quand on a un coup de mou, on en arrive plus facilement à s'embrouiller. Est-ce que, après, vous avez peut-être pas du coup encore été dans ce cas de figure-là? Est-ce que déjà, est-ce que vous êtes en fait, vous avez prévu ou déjà eu l'occasion de vous entraîner ensemble? Alors, bah, à part avoir fait la 1000 km et après, Noélie est venue une semaine à New York, bah, découvrir New York et confirmer qu'on allait faire le 2500 ensemble parce qu'en fait, on s'embrouille pas. Après, ça veut pas dire qu'on va pas s'embrouiller, mais effectivement, bah, moi déjà, j'ai l'impression que Noélie, elle a pas un. J'ai l'impression que c'est un peu difficile de s'embrouiller avec elle. C'est-à-dire que En fait, on m'appelle la on a force cette tranquille. facilité de communication. Ouais, voilà. Non, mais il y a aussi cette facilité, voilà, de discussion et après, oui, effectivement, on va être fatigué. Moi, je suis dans la team où s'il y en a eu, enfin, par exemple, si Noélie me dit non, mais il faut que je m'arrête, bah, et c'est déjà arrivé d'ailleurs sur le 1000 km pour d'autres raisons, hein. Faut que je m'arrête faire caca, bah, on s'arrête. Tu vois, il y a aucune raison qu'on s'arrête pas. Enfin, je veux dire, enfin, voilà. Donc, moi, je suis dans la team de, bah, s'il y en a une qui a besoin de dormir à un moment où qu'on peut plus, bah oui, on va s'arrêter. Et si c'est maintenant, et c'est pas un autre moment, quoi. Ça va être aussi ça notre force, c'est qu'on va pouvoir se soutenir, se booster, s'encourager et puis avancer ensemble quoi.
Après, on monte pas, on n'a pas la même allure en montée. Donc, peut-être qu'on se dira de temps en temps, enfin, moi, je dirais à Elsa, pas de souci, monte à ton rythme. Et puis, on s'attend plus loin, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Il s'agit pas de se mettre dans le rouge, parce que effectivement, on n'a pas la même physionomie, la même physiologie. Donc chaque personne a son rythme et ce qui est d'autant plus compliqué pour nous, c'est que Elsa vit sur un autre enfin Un continent, ouais. un autre continent. Ouais, mais du coup avec 7 heures de décalage, 7 ou 8. Enfin, ça dépend. 6, Ah merde. mais c'est pareil. T'inquiète. Et du coup, voilà, on dort pas au même moment, on mange pas au même moment, donc voilà, va falloir composer comme ça. Et on l'a déjà expérimenté sur les 1000 kilomètres, donc pourquoi pas sur 2500. Question suivante, on va parler nutrition. C'est plus particulièrement pour toi, Elsa, avec un participant, en tout cas un futur participant de la RAF 1000 pour la prochaine édition, Ah, cool. qui, Je sens la qui sait question que venir. tu es vegan et te demande des tips pour traverser la France à vélo tout en mangeant des trucs sympas en étant vegan. Parce qu'apparemment, il a peur de devoir se Alors, contenter courage, parce que de... c'est l'enfer. Il a peur de devoir se contenter de taboulés et de chips. Alors déjà, moi, Noélie, elle le sait, elle m'a vu, hein, c'est quand même super compliqué. Après, je pense que je vais encore plus souligner à la West Coast Run que c'est super important d'avoir des options véganes. Euh, j'ai fait un seul écart pendant la West Coast Run sur 1000 kilomètres. J'étais arrivée à un moment de ma course où vraiment il fallait des protéines et le problème c'est que voilà t'as beau les chips, t'as pas de protéines quoi. Et il faut absolument que pendant les checkpoints ou à certains endroits on ait des haricots, enfin tu vois des beans, c'est super important quoi. Ou du tofu. Enfin moi j'en ai pas du tout trouvé. Enfin après voilà j'étais dans les Alpes donc c'est compliqué. Je saurai certaines régions où ça va être simple. Après, en fait, le truc, c'est pendant la 1000, je me suis pas arrêtée une seule fois dans une supérette ou un supermarché. J'ai pris à chaque fois l'option la plus près, j'ai jamais fait de détour, etc. Je sais que pendant la 1000, il y en a qui s'étaient arrêtés dans une supérette. Sur le 2500, clairement, on s'arrêtera, voilà, on verra, je sais pas, un Super U, un Carrefour, une supérette, on Bah, prendra ce qu'il faut. l'avantage, c'est qu'on est deux, donc Euh, il y en a une qui pourra faire des petites courses et l'autre surveiller les vélos. Alors que quand tu c'est fais ça, ouais. une longue distance solo, bah tu peux pas trop laisser ton vélo sans surveillance devant Ouais. un supermarché, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai tendance à mettre mon vélo un peu partout où je veux. C'est sûr que je voyage quand même beaucoup à vélo toute seule aussi. J'ai tendance à demander aux gens à l'intérieur, bah, ça vous embête pas, je laisse mon vélo à l'intérieur et comme ça, je fais un tour. Voilà. Après, pour l'instant, j'ai jamais eu de surprise, mais et puis les gens voient qu'on fait quand même une course, donc normalement, ils sont pas quand même, ils font quand même un peu attention. Mais non, ouais, il y a certains moments où t'es quand même surpris. Il y aura toujours des fruits secs, il y aura toujours, en tout cas, moi, je dis toujours, il y a toujours, normalement, il y a toujours des frites, du pain ou des chips, quoi. Alors sur le 1000 km, j'ai pas du tout mangé de chips, alors que normalement, c'est quand même un truc que je mange énormément. Et après, voilà, moi j'avais fait l'erreur aussi. Alors super pour moi en étant végane. Euh, un tip que j'aurais à donner, ce serait de mettre de la nourriture dans ton job bag. Donc en fait, sur certains checkpoints, tu as le droit à un sac où là, tu vas pouvoir mettre des affaires. Et Noélie l'avait très bien fait, moi je l'avais pas du tout fait. J'avais pas mis de nourriture. Alors que si, bah en fait, je peux mettre, soit de la nourriture desséchée, soit tu as du jerky vegan. Enfin, il y a plein d'options que tu peux mettre dans ton sac, des pâtes d'amandes, des fruits secs, même des plats un peu tout faits que tu mets juste au micro-ondes, que tu peux faire réchauffer au checkpoint, tu vois. Et ça a été une erreur que j'ai fait sur le 1000 km que clairement je ne ferai plus jamais là.
Et d'ailleurs, c'est un super type à faire vraiment, mais même pas que pour les véganes, hein, pour d'autres gens, juste voilà, avoir de la nourriture que tu as envie de manger, quoi. Moi, je m'étais Pas pris forcément à manger des, pendant le checkpoint, mais à mettre dans tes poches moi, je m'étais pris des sachets de riz déjà cuits, de riz, ouais. aromatisés, genre au curry ou au lait de coco. Et du coup, t'avais plus qu'à. C'est très bon, on a partagé, hein. Exact. D'ailleurs, ça t'a sauvé un peu, hein, parce que sinon, il n'y Ah, avait ça pas m'a trop trop sauvé, ouais. d'options, quoi. Mais comme quoi, tout est possible, quoi. Yes. Pour rester dans la nutrition, qu'est-ce que vous mettez en place, en tout cas au niveau nutrition, autant avant, c'est-à-dire la semaine d'avant-course, donc pendant la course, ça on en a parlé un petit peu, mais surtout avant la course, pendant la course, et puis après pour la récupération. Waouh. Alors Noélie, c'est l'experte. Moi, je peux parler de moi ce que je fais. Avant la course, tu veux dire une semaine Ouais, avant la semaine ou un peu qui plus? précède la course. Alors moi, la semaine qui précède avant, alors moi, je suis team volume. Je suis team. Alors moi, déjà de base, je mange beaucoup. Je Alors c'est pas, confirme. c'est parce que aussi je suis végane. Je mange beaucoup et les gens sont surpris. Ils me disent mais où tu mets ça? Mais en fait, voilà, je fais du sport tellement que je mange en des quantités. C'est pas ouais, je mange plus que voilà, je mange deux parts, on va dire à chaque fois quand je vais au restaurant, j'ai pas assez à manger quoi. Enfin, ça va parce que j'habite aux États-Unis, mais en France de temps en temps, faut faire attention. Mais oui, moi je suis team volume avant une course. Alors déjà, je fais énormément à manger, mais oui, je vais privilégier bah ouais, des quantités de protéines à fond, parce que aussi je sais que pendant la course, je vais en avoir un tout petit peu moins, même si on fait de plus en plus de barres protéinées véganes. Mais ouais, je suis team protéines à fond avant et protéines aussi à fond après. Pour la récupération, c'est super important. Et pour l'ultra, en fait, c'est aussi super important d'avoir la protéine pendant. On oublie souvent parce qu'on dit ah la protéine pendant l'effort ça va, c'est pas super important, mais en fait dans l'ultra si. Après expert nutrition c'est un peu plus Noélie, mais ouais moi je suis team déjà pendant la course si je peux manger quelque chose je le prends à fond. Et après, moi j'ai toujours un rappel, je mange toutes les 30 à 45 minutes, je vais manger quelque chose. Que ce soit une compote, que ce soit une barre, que ce soit quelque chose de salé ou de sucré, des abricots secs, des figues ou des noix. Ouais, toutes les 30 à 45 minutes parfois, ou un bonbon voilà, que je vais garder en bouche, tu vois, pendant au moins 10 minutes. Là, je fais super attention à ça en tout cas. Pareil pour l'eau, j'ai des rappels. Voilà, pour bien boire et bien manger. Ouais, on se met des rappels sur le GPS pour qu'il bip toutes les 45 minutes pour pas oublier de se ravitailler, quoi. Parce que des fois, le temps passe et on se rend pas compte que Ouais. on n'a pas mangé depuis plus d'une heure. Ouais, et puis c'est bien aussi en fait, on le voit de temps en temps quand on roule avec quelqu'un et quelqu'un qui va prendre son bidon et on va se rappeler, ah, faut vas-y, on va boire. Pareil, si on voit quelqu'un manger, ah, bon, on va boire. Donc ça, c'est pas mal d'être à deux aussi Ouais. pour ça. Bah moi, pour la stratégie nutrition, du coup, j'essaye de manger le plus varié possible. Et moi, je suis de la team glucides. Donc, pour produire mon énergie, je consomme des glucides. Donc, je sais qu'il y a des régimes cétogènes qui sont pratiqués, mais c'est pas ma stratégie nutrition. Et en fait, quand je me préparais pour les 1000 kilomètres, je me suis posé cette question de la stratégie nutrition, à la fois pour ma prépa, mais aussi pour la course. Et en fait, j'ai découvert une marque et en fait, j'ai bien accroché. Donc, c'est quelque chose qui se trouve pas dans le commerce. Et c'est hyper bien équilibré en glucides, protéines et lipides. Et puis, il y a tous les apports en micronutriments aussi. Donc, plein de vitamines et de minéraux. Et moi, franchement, ça me rebooste. En fait, j'ai jamais l'impression d'être fatiguée. J'ai pas. Avant, j'étais une adepte de la sieste. Donc, après des gros entraînements, maintenant, je n'ai plus besoin de faire la sieste, en fait. Et puis après, pour la récup, bah, j'utilise pas mal de compléments alimentaires. Genre vitamine C, oméga 3, collagène marin, voilà pas mal de choses qui viennent bah, remettre tous les niveaux
tous les niveaux et puis ça me permet de mieux récupérer, quoi. Donc pas de et ce qui évite aussi de se blesser quand on a une bonne alimentation et qu'on vient quand même se supplémenter parce que j'ai du mal à croire que dans notre alimentation d'aujourd'hui, on puisse trouver tous les micros et macronutriments dont on a besoin, surtout pour faire ce genre de discipline qui viennent vraiment taper fort dans les réserves. Ouais, après c'est vrai que j'ai pas indiqué, moi j'aime beaucoup aussi la diversité, comme tu l'as dit, Noémie. J'adore le matin me faire un smoothie avec de la spiruline, des noix, des fruits, de la banane. J'essaie aussi de faire attention. On a parlé de la diversité, mais aussi de saison, parce que voilà, quand tu prends des trucs de saison, bah, t'as plus de nutriments. Enfin, déjà, c'est meilleur. Donc, du coup, t'as l'impression que c'est gorgé soit de soleil, soit de bonnes betteraves. Moi, je viens du Nord, alors du coup, la betterave, en plus, c'est super bien. Pareil, pour s'ils en font, tu peux la prendre en jus ou la manger. C'est un super aliment aussi. Mais ouais, grave, moi je suis team diversité aussi à fond. Alors effectivement, j'ai parlé des protéines, parce qu'on parle beaucoup de protéines quand on est végétalien. Mais pareil, les glucides, enfin les carbs en anglais, bah moi de temps en temps, je peux manger que ça dans certains endroits, donc j'ai pas le choix. Mais oui, les glucides, c'est super important, je trouve aussi pour l'entraînement. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer quand vous avez un coup de moins bien sur votre course ou des très longues sorties, que ce soit des mots, des souvenirs ou chansons? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer et pas vous arrêter là? Alors moi, ce qui marche vachement, c'est que souvent quand je pars, c'est que j'ai pas trop le choix d'aller à ma destination. C'est-à-dire que, bah en fait, tu vois, par exemple, je prends l'exemple là, récemment, j'étais en Virginie, je suis allée jusque à Nashville, dans le Tennessee, et en fait, si t'arrives pas à ta destination, bon bah, bah, t'es obligé de pousser. Donc ouais, ce qui marche pour moi, j'aime bien les mantras, des petites phrases que je me dis dans ma tête. Voilà, je me dis ah, je suis forte. Je me dis c'est génial. Regarde ce que t'as autour de toi. Tu sais exactement pourquoi t'es là. Tout ça, ça marche bien. Les chansons aussi, ouais. À un moment, Noélie, t'avais mis de la musique, ça avait pas mal marché. Ouais. Moi, Donc ouais, on se connaît je me aussi suis un acheté petit une peu petite quoi. enceinte JBL que je clip sur mon vélo. Et quand je sais que j'ai des entraînements hyper monotones, je me mets la musique à fond. Bon, certes, je vais en campagne. Des fois, ça m'arrive de couper le son histoire d'écouter la nature autour de moi. Mais quand j'ai des entraînements très monotones, en fait, j'aime bien écouter de la musique. Et ça booste pas mal. Tu sais, quand t'as pas trop envie ou T'inquiète pas, quoi. moi je le fais en pleine ville à New York, les gens ça les choque pas trop. Je sais, je me rappelle. Mais à New York, ça choque pas. Mais quand t'es ici, dans Bordeaux ou quoi, les gens, ils te regardent passer, ils sont là, mais c'est quoi cette folle? Ouais, je sais pas, ouais, aussi, il y en a pas mal qui écrivent des trucs sur leur vélo et qui les accrochent. Tu sais, des petites phrases, Mm. je trouve ça sympa aussi, moi. J'avais fait un truc Je l'ai pas pour fait, la mais RAF, pour les 1000 kilomètres. J'ai créé un groupe sur Spotify. Et en fait, mes amis et ma famille pouvaient ajouter des morceaux de musique à ma playlist. Et du coup, je tombais sur des trucs improbables, ça me faisait marrer. Et du coup, je me disais, mais qui a bien pu mettre ça? Et après, une fois que je regardais dans la playlist, bah, je me marrais à voir qui m'avait mis ça, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit truc rigolo à faire sur de la longue distance pour partager un moment aussi avec sa famille ou ses amis, quoi. ouais, c'est une super idée. Et également, quel a été le moment le plus drôle que vous ayez sur le vélo? Ensemble ou pas ensemble? Pas for bah, si c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Ouais, le plus drôle, je sais pas. Pendant les 1000 kilomètres. Pas forcément, c'est pas précisé dans la question. C'est vraiment, s'il y a un moment un souvenir qui vous a marqué au
Moi, j'ai pris une vidéo de Noélie qui fait pipi. On venait juste de Ah oui, manger des fraises. je faisais pipi dans le jardin de la dame qui nous avait vendu les fraises. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'est de l'engrais, hein, c'est super bon. Non, après moi qui fais de super-héros à vélo, ouais, moi j'aime bien faire ça, me fait rire toute seule. Il y a plein de gens qui disent que c'est dangereux, mais moi je maîtrise mon vélo à la perfection. C'est une extension de mon corps, alors j'aime bien. Ouais, non, si, on rate plein de moments, hein, on fait des découvertes de folie, à chaque fois on en rigole. En plus, on a été hébergés chez des gens. Quand il y a eu l'alerte là pour arrêter de faire du vélo niveau orage, on a rigolé plein de fois et puis le moment était un peu incongru et puis les gens ont été trop gentils. Enfin nous on se voit, enfin moi la dame elle nous dit mais vous allez faire quoi si votre course elle est arrêtée, il y a l'orage et tout. Moi je lui dis bah vous inquiétez pas, on va dormir sur le carrelage. On s'est arrêté dans une distillerie, tu vois. Bon, on a eu plein de moments de rire et de fou rire et des moments un peu moins rigolos, mais ouais, il y a plus de. Bah, c'est pour ça qu'on en refait aussi, c'est qu'on se rappelle plus des moments incroyables que des moments où c'est super dur, quoi. Mm. Et j'ai une dernière question qui vient tout juste d'arriver de Arnaud Manzanini. Hello Noélie, hello Elsa. Alors j'ai une question pour vous. Euh, alors il est très très difficile de faire et d'être finisher de 2500 km sur Race Cross France en solo. Et je pense qu'il est encore beaucoup plus difficile de l'être en duo. Puisqu'il faut gérer les moments d'euphorie, mais aussi les moments de doute de la personne avec qui vous faites équipe. Donc ma question, ça serait comment est-ce que vous allez gérer les hauts et les bas de la personne qui vous accompagne, donc Noélie en l'occurrence, comment tu vas gérer les hauts et les bas d'Elsa, et Elsa, comment est-ce que tu vas gérer les hauts et les bas de Noélie. Et c'est probablement une des clés à trouver pour avoir ce statut de finisher pour la première fois dans l'histoire de Race Cross France, d'une première équipe féminine sur le 2500 km. Donc j'attends votre réponse avec impatience. Merci. Bah, je pense qu'il faut être conciliante et bienveillante l'une envers l'autre. Et en fait, accepter tout simplement qu'il y en ait une qui soit dans un coup de moins bien et voilà, faire avec. Juste s'encourager parce que l'avantage qu'il y a avec le vélo, qui est à la différence de la course à pied, c'est qu'en vélo, tu peux très vite revenir d'une fringale, enfin d'une hypoglycémie. Et du coup, je pense que ça peut passer assez vite. Donc, il suffit juste d'être un peu patient. Et de toute façon, sur 2500 km, il faut avoir de la patience et voilà, on va pas rouler très très vite. On va faire à notre rythme et on fera à notre rythme toutes les deux, quoi. Elsa, Ouais, moi je t'en pense penses qu'il y a quoi? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord et il y a un côté où aussi pas hésiter à être vulnérable, tu vois. Moi j'ai tendance à voilà faire du vélo et montrer que ouais je suis la plus forte, mais parfois aussi pas hésiter à dire bah ouais, non mais là ça va pas et de le formuler et pas attendre la dernière minute Et d'être cramé. pour prouver quelque chose, voilà, pour prouver quelque chose et d'être cramé. Donc je pense que ça déjà on l'a un peu expérimenté. Noélie, elle a pas eu coup de mou, mais moi j'ai eu un petit coup de mou en repartant. Pourtant on devait dormir, etc. Mais j'ai eu un petit coup de mou après la deuxième nuit, tu sais. Et du coup, Noélie, elle m'a un peu attendue. Pourtant, c'est une montée. Enfin, Noélie se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, Ah Elsa? oui, dans Pourtant, le ça col va. de la Grimone. Après le col Ouais, c'est de ça. Grimone. Alors, c'était magnifique, du coup, ouais, mais moi, j'étais en train de chialer. J'étais là, et qu'est-ce que je fous ici? Tu vois? Et tu vois, je peux compter sur Noélie. Noélie, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Il n'y a pas eu de stress et j'ai mangé un pain avec je sais plus quoi dessus et j'étais contente, quoi. Mm. En fait, c'est aussi pour ça. Enfin, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a matché l'une avec l'autre. C'est que voilà, c'est simple et on a confiance l'une en l'autre, malgré le fait qu'on se connaisse pas depuis longtemps. On s'est rencontrés il y a 8 mois, quoi, en tout et pour tout.
Et on s'est vus 3 fois dans notre vie, quoi. Et en fait, c'est juste un état d'esprit. Je pense qu'on est alignés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bah après, quand tu vis 3 jours, enfin pas 3 jours, full 3 jours sur un 1000 kilomètres, mais presque, bon, t'as le temps de, voilà, tu partages plein de choses, quoi, hein. Les moments de la vie, les moments, les hauts, les bas, tu partages le même lit, etc. T'as une certaine intimité avec la personne qui fait que, bah, du coup, d'un coup, tu te connais beaucoup plus que peut-être une amie que t'aurais connue pendant 4 ans, mais avec qui t'as pas partagé toutes ces choses-là, quoi. Donc, c'est vrai que ça joue à fond et c'est ça qui est super chouette aussi dans l'idée de faire un duo, quoi. J'ai pas précisé du coup en donnant le nom de la personne qui a posé la question, mais du coup Arnaud Manzani, c'est l'organisateur de la Race Cross France. Ouais, c'est Dieu. Non, je rigole. En tout cas, c'est notamment grâce à lui que voilà que cette course existe. Yes. Non, mais je dis que c'est Dieu parce qu'il a fait 2 fois la West Coast Mm. America, qui est une course qui est quand même super chaude. Il l'a fait en solo et il a terminé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la terminent, donc non, c'est pour ça que je rigole. Mais non, on te kiffe, Arnaud. Merci pour nous donner cette opportunité de faire la West Coast France et d'autres. Après, c'est dans d'autres pays aussi, c'est super chouette. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est quand même une course incroyable à vivre. Et sur la course, vous avez une stratégie, enfin, est-ce qu'il y a une stratégie quand même qui est mise en place ou pas spécialement, c'est plutôt du feeling? Oh, il y a les deux, hein. Il y a une première stratégie. Bon, après, tu vois, moi, je peux te donner la stratégie que j'avais mis en place et que j'ai pas du tout suivie. Parce que je m'étais dit, bon, je vais dormir 6 à 8 heures par nuit et puis je vais le faire en 5 jours. Finalement, on l'a fait en 3 jours et 17 heures. Non, mais après, oui, tu peux faire plusieurs stratégies, ce qui est super chouette aussi parce que ça te motive, tu vois, si tu es en avance de ta stratégie, c'est super chouette. Si t'es dans ta stratégie, c'est super chouette. Bon, si t'es un peu après, bon, tant pis, hein, ça va, mais je trouve ça super intéressant. Mais même si t'as une stratégie, le plus important, c'est quand même de t'écouter, de pas te blesser, et d'en profiter, quoi. Pour finir, du coup, l'objectif, en tout cas, que vous avez sur cette course, du coup, c'est entre 9 et 10 jours. C'est bien ça? Ouais, bah après, le parcours est différent. Euh, Moi, ceux qui m'entourent et qui l'ont déjà faite et qui l'ont terminée, bon, pas sur le même parcours, mais ils l'ont fait en 7-8 jours. Déjà, c'est monstrueux, tu vois. Et nous, avec notre petit gabarit, je suis pas sûre qu'on roule aussi vite parce qu'on n'a pas autant de ressources. Mais en fait, c'est aussi Rappelle-toi, hein, les nanas peuvent être aussi rapides que les mecs, hein, Noélie. Ouais, mais tu vois, quand je roule avec mon mec, je sais très bien que je peux pas rouler aussi vite que lui, tu vois, Oui, sans mais t'as perdre pas mes encore poumons. roulé avec lui sur un 2500, tu Non, vois. non, mais c'est sûr. Après, C'est c'est ça ce que la j'allais différence. dire. En fait, la stratégie, elle se joue sur le moins d'arrêts possible. En fait, on va essayer de se reposer au maximum. Donc, moi, je partirais plus sur 3-4 heures par nuit, mais Elsa sera peut-être pas de Non, si, cet si, avis. ça me va, ça me va. Mais, Non, si, si, c'est mais bien. du coup, Non, mais elle m'a fait un truc super bien, Noélie. Attends, je t'explique. Moi, je suis plus team, on fait dodo, quoi. Et donc, du on coup, fait dodo, mais la genre on dernière fait une nuit. vraie nuit, quoi. Genre on dort 6, 7, 8 heures, quoi. Non, non, mais attends, j'ai pas dormi plus de 4 heures une seule fois pendant les 1000 kilomètres. Enfin, bref. Et donc, un jour, la dernière nuit, elle me dit, bah, on dort et je te dis pas à quelle heure on se réveille. Et ça a super bien marché, Ouais. hein. Bon, on avait dormi 3 heures, quoi. Ça allait. Voilà. Ah, mais moi, t'avais pas la pression de peu dormir, quoi. C'est vraiment, tu t'es couché Ouais, comme si t'allais bien dormir, voilà, exactement. C'est ça. sereinement. C'est ça. Ah, Voilà. bonne stratégie, ça aussi. C'est pour Noélie qu'elle me gravite des heures. C'est ça. Et est-ce que vous avez quand même quelques craintes ou appréhensions sur ce parcours? Enfin, que ce soit le parcours en lui-même ou le fait de faire de cette distance-là. Donc, ça peut être une crainte ouais, niveau technique ou autre. Bah, techniquement, je pense qu'on a déjà vécu pas mal de choses sur 1000 bornes.
avec tout le D+, qu'on a fait. Moi, j'ai pas vraiment de crainte, si ce n'est les animaux. Ça paraît con, mais Ah en vrai, ouais. les animaux, la nuit, moi, ça me fait peur. J'ai trop peur de me prendre un sanglier ou un chevreuil. Et surtout que, bah, des fois, je pense qu'on va traverser des forêts et tout ça. Donc moi, c'est plus les animaux qui me font peur. Mais c'est bien déjà d'en avoir conscience parce que si t'en as conscience déjà, tu vois, tu es un peu plus alerte. Ouais, mais Donc tu justement, sais aussi, c'est tu pour grilles ça que t'as beaucoup. pas envie d'être fatigué, tu Voilà, mais vois. tu grilles beaucoup d'énergie à Ouais, être très vigilant, à regarder oui, à droite, à gauche. ouais, c'est sûr. Tu crames aussi de la batterie sur ta frontale. Donc, parce que t'as pas envie de te retrouver dans le noir. Et encore, je l'ai pas testé parce que j'ai trop peur d'être dans le noir, mais par moment, on voit mieux sans aucune lumière qu'avec frontale plus lampe avant. On voit mieux, enfin notre œil s'adapte et on Bon, voit après, mieux. niveau sécurité, c'est que t'es obligé d'avoir tes lumières, mais mais ouais, Certes. ouais. Mais des fois, pour On vous économiser expliquera. un tout petit peu de batterie, tu te retrouves à éteindre toutes tes lumières, quoi. Enfin, les lumières avant. Après, moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois, parce que normalement, j'ai toujours un backup, mais ouais. Moi, en fait, j'aime bien la nuit, donc ça va, c'est pas trop ce côté-là. Mais moi, le côté animaux aussi, ça me fait, il y a un côté, ça me fait peur, mais en France, il y a pas trop ces problèmes-là. Mais de temps en temps, voilà, un chien qui vient à Mm. ta poursuite, c'est pas très rigolo. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, après, moi, je pense toujours au karma et à mon. Comme je ne tue pas d'animaux, les animaux ne veulent pas me tuer. Non, mais je rigole, mais non, appréhension, non, mais appréhension, c'est voilà, peut-être celle de pas finir, d'avoir un Un problème plus qu'un mécanique. problème technique Mm. de chuter quoi, ça voilà, ou un voilà un problème mécanique que tu n'arrives pas à résoudre, faut attendre l'ouverture d'un truc, d'un bike shop, hein. Ça, ce serait super chiant quoi, ça nous ferait perdre énormément de temps. Euh, Après oui, on aura tout ce qu'il faudra pour tu vois, même pouvoir changer un chaînon de notre chaîne, etc. Mais oui, il y a certains trucs où, bah, moi, pendant la 1000 km, j'ai dû aller dans un bike shop à un moment, sur un des checkpoints. J'avais mon frein qui était voilé, mon frein à disque, quoi. Donc ouais, et puis il y avait un autre truc aussi au niveau du dérailleur. Donc ouais, ça arrive. Là, j'ai eu de la chance, ça arrivait en plein checkpoint, enfin, ça pouvait attendre, quoi. C'était pas quelque chose d'urgent. Mais c'est sûr qu'on aura, oui, on aura des problèmes mécaniques. Le moins possible, le mieux, on s'y prépare. Et nos expériences font que, bah oui, on a déjà été confronté à ces choses-là, donc ça devrait aller. Mais oui, ça nous fera juste perdre du temps. Ouais. La prévention, ouais, c'est celle de pas finir, mais à deux, on peut y arriver. Allez. En tout cas, un conseil à ceux et celles qui y commencent, c'est de savoir absolument changer une chambre à air, enfin, pour ceux qui roulent en chambre à air. Et puis peut-être avoir un maillon de chaîne au cas où la chaîne pète ou Mm. quoi. Voilà, ça c'est des petits trucs auxquels on pense pas forcément et faut s'y préparer. Et pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, on va se projeter à Mandelieu. Donc là, vous êtes finisheuse du coup de cette course. En partant de cette aventure, qu'est-ce que vous aimeriez en fait tirer comme souvenir? Ouais, c'est compliqué comme question. On est en bug toutes les deux. Bah, moi, après cette course, tout s'arrête, ma vie s'arrête parce que j'aurais fait le maximum que je puisse faire, tu vois. Après, tu vas passer sur les courses de 4000 km après. Ouais, non, mais ça, c'est pour Élise Cavernion. Moi, ce que je retiendrai, c'est le partage. C'est le partage, c'est d'avoir partagé cette aventure à deux, d'avoir rencontré des gens sur la route, de ouais partager. Et puis au-delà de la course en elle-même, c'est aussi le partage de tous les entraînements qu'on peut faire en groupe avec nos amis, les stages. C'est le partage de cette expérience aussi qui va
qui va voyager, parce que moi, ma famille va rester à Bordeaux, elle va me suivre depuis Bordeaux, et puis on va les faire voyager à travers notre aventure. Donc ouais, c'est que du partage en fait. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est partager les émotions, l'aventure. Non, mais c'est trop beau, alors du coup, c'est ça. Voilà. C'est bon, ça, la réponse va pour deux, il n'y a pas de souci. Écoutez, je vous laisse en tout cas le mot de la fin pour cet épisode. Si vous voulez peut-être inciter des gens en tout cas à faire la Race Cross France, ou tout simplement à faire du vélo ou du sport, ou un tout autre sujet, je vous laisse carte libre pour finir l'épisode. Ouais, c'est trop bien ça aussi. Non, mais ouais, moi j'adore recevoir des petits messages de femmes ou d'hommes ou de personnes sans genre euh, en me disant que bah voilà, en me posant des questions parce que il y a de la curiosité. Ouais, je trouve ça super chouette. En fait, l'aventure à vélo, ce que a décrit Noélie, que tu fasses 50 km ou que tu en fasses 1000 ou que tu en fasses 2000 ou 4000, tu arriveras en fait à avoir un aperçu de ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que tu veux aller plus loin parce que bah voilà, tu adores ce partage, tu adores découvrir les paysages et bref, si tu aimes bien un peu ça, bah tu peux en faire un peu beaucoup et c'est vraiment chouette quoi, de reproduire ça. Et après, ce qu'a dit Noélie aussi, c'est super chouette en fait, l'équipe qui est autour de toi. Tu vois, parfois, moi, je suis toujours surprise. Les gens croient plus en moi que moi, je crois en moi-même. C'est quand même dingue, tu vois. Moi, ouais, bah, après, c'est normal d'avoir du doute et c'est aussi sain, quoi. Mais je trouve ça beau aussi de te dire que, punaise, il y a des gens qui croient en toi et en nous et en ce qu'on va construire, quoi. Et chaque expérience est complètement unique et là, le 2500 qu'on va faire, il va avoir rien à voir avec le 1000 qu'on aura fait. Et c'est ça qui est aussi super chouette, quoi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.